Eh bien, bonjour à tous et merci de vous être connectés du coup pour cette première masterclass consacrée à l'intelligence artificielle. Comme l'a dit Lauriane, donc en fait c'est un meet-up un peu particulier dans son format que l'on vous propose aujourd'hui, puisque en une vingtaine de minutes plutôt que enfin 20 une vingtaine de minutes plus 10 minutes de questions, nous allons démystifier l'IA lors de cette première masterclass qui s'inscrit donc dans un parcours de 5 épisodes où nous allons ensuite aborder d'autres thématiques en lien avec l'intelligence artificielle. On vous en dit plus dans quelques instants. Rapidement, aussi connaître notre intention sur le sujet. Donc, ça va être un ensemble de masterclass où ceux qui utilisent déjà l'IA au quotidien, on l'espère, auront la chance quand même d'apprendre quelques tips avec ces présentations. Mais l'autre objectif est aussi d'embarquer le public, puisqu'on sait qu'il existe, le public qui utilise peut-être moins l'IA au quotidien, parce qu'il n'en a pas l'occasion, ou parce qu'il ne connaît peut-être pas encore cette technologie. Voilà, notre intention est aussi de vous permettre d'en savoir plus sur du coup, l'intelligence artificielle qui redessine nos quotidiens et le paysage professionnel notamment. Rapidement, si vous le permettez, on va se présenter. Du coup, moi, c'est Gaëtan Marquis, consultant chez Extia et actuellement en mission à la BNP Paribas en tant que business analyst, où mon utilisation principale de l'IA, c'est pour challenger les exigences techniques que je rédige à destination des développeurs avec qui j'ai la chance de collaborer. Très bien, moi je me présente à mon tour. Bonjour à tous. Je suis Thomas Sanfarani, je suis comme Gaëtan un des leads, de la communauté IA chez Exia et j'occupe le poste de, développeur logiciel chez Keolis, un grand acteur de transport en commun en France et à l'étranger. Moi j'utilise l'IA, du coup dans ma mission, pour le développement, pour m'aider avec, toutes les tâches liées à mon métier, et à ce que je fais tous les jours. Très bien. Bon, encore une fois, bienvenue à tous, sur, le premier épisode de notre parcours IA 2026. Ça a déjà été, un peu présenté par, Gaëtan et par Lauriane. L'objectif de ce parcours, en fait, c'est qu'on repart de zéro, on repart des fondamentaux et on avance, on va aller jusqu'à la pratique, en fait, en 5 masterclass qui ont été spacées de 2 semaines. On va se retrouver, pour, 30 minutes et on va parler de différents sujets. Donc là, aujourd'hui, on démystifie l'IA. On commence, ça vous allez voir, c'est une masterclass introductive qui est très légère. Et ensuite, on verra les bases du prompting. Donc on va reprendre, qu'est-ce qui fait l'importance d'un bon prompt et comment faire un bon prompt. On verra ensuite les outils du quotidien, comment utiliser l'IA, tous les jours au travail ou dans notre vie personnelle. Et on terminera avec, un coup d'œil aux questions d'éthique et aux limites de l'IA et puis ensuite, des retours d'expérience d'externes de comment est-ce qu'ils utilisent l'IA, dans leur mission et dans leur quotidien. Peut-être un ouais. Très bien, du coup, sans plus tarder, commençons cette première masterclass, donc en commençant par l'histoire de l'intelligence artificielle pour comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Et ensuite, on redéfinira ce qu'est l'IA générative, mais on enchaînera aussi avec ce qu'est l'IA agentique, une nouvelle notion, tout le moins la nouvelle tendance qui est en train d'émerger dans cet univers qu'est l'intelligence artificielle. OK et ben, commençons avec, l'histoire de l'IA, des origines à aujourd'hui. En fait, on va reprendre rapidement, la chronologie des principaux événements, liés à l'intelligence artificielle, des débuts jusqu'à aujourd'hui, dans l'idée d'essayer de mieux comprendre, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à la révolution IA telle qu'on la connaît maintenant depuis quelques années. Alors, on commence par les prémices. En 1950, avec Alan Turing. Alan Turing, c'est un mathématicien, logicien britannique, une figure emblématique dans le milieu de l'informatique. Il est connu pour beaucoup de choses, comme avoir décrypté la machine Enigma, la machine allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour avoir créé la machine de Turing, un des ancêtres des premiers ordinateurs.
Donc, il s'est posé la question: «Les machines peuvent-elles penser?» Et il a notamment créé le test de Turing, qui est un test, qui a toujours son importance, aujourd'hui. Pour vous expliquer qu'est-ce que le test de Turing, vous pouvez voir un petit schéma, à l'écran. En fait, on fait discuter, par écrit un interlocuteur, humain avec un autre humain et avec une machine. À partir du moment où, l'humain, donc là, dans le cas, C, n'est pas capable de distinguer quelle est la réponse, de la machine et quelle est la réponse de l'humain, alors la machine a réussi le test, donc elle passe le test de Turing et elle est considérée intelligente. Alors, on avance un tout petit peu, 6 ans plus tard, on a la conférence de Dartmouth, qui, donne naissance à l'intelligence artificielle comme discipline scientifique. En fait, le terme est inventé par, John McCarthy, qui est un autre, mathématicien et voilà, c'est lors de cette conférence, en fait, qui était plutôt un atelier, un petit atelier qui comptait une vingtaine de personnes, donc petit atelier, mais plein de gros cerveaux, qui du coup ont donné la naissance à voilà, à cette nouvelle discipline, telle qu'on la connaît et toutes les bases qui ont été posées, à ce moment-là, alimentent toujours la recherche aujourd'hui. Si on peut donner maintenant une définition de l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est un ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà, des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Eh bien, on peut évoquer, quelques premières réussites, de l'IA. Donc là, vous voyez, ça remonte à longtemps, hein, l'intelligence artificielle. On en parlait déjà il y a 70 ans de ça. Alors le perceptron, c'est la première machine apprenante. C'est, l'ancêtre des premiers réseaux neuronaux, qui, font fonctionner les modèles, comme ChatGPT, en fait, aujourd'hui. Enfin, bien sûr, c'est beaucoup plus, avancé et développé, aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le tout premier ancêtre et cette machine-là était capable de, détecter des formes, et même, des lettres, comme on peut le voir, sur la photo à l'écran. Un autre, exemple de réussite, c'est Elisa. Alors Elisa, c'est le tout premier chatbot, donc on est très loin d'un chatbot, avec, ChatGPT. En fait, Elisa, c'est une simulation d'un psychothérapeute, en fait, à qui on peut parler et on a des réponses. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réponses-là, en fait, ce ne sont que des reformulations, que fait le programme, des messages qu'on lui envoie. Donc on n'a pas vraiment, voilà, c'est pas hyper intelligent. Mais globalement, rien qu'avec ces deux choses, le perceptron et Lisa et d'autres réussites à l'époque, il y a un engouement qui a été généré, pour l'IA mais il y a également on a tout de suite trouvé les limites, en fait, de ces dispositifs et ça a fait naître un premier hiver, en fait, de l'IA. Ça veut dire, en fait, c'est une période pendant laquelle, tous les financements ont été arrêtés. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu peu d'avancées ou du moins ça a été assez lent pendant, plusieurs décennies à la suite de ça. Donc là, on avance pas mal. En 1997, premier choc médiatique, le supercalculateur Deep Blue d'IBM bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Pourquoi c'est un événement aussi important? Déjà parce que les échecs, c'est considéré comme le sommet de l'intelligence humaine. Et si on se dit que une machine est capable de battre le meilleur joueur d'échecs du monde, alors c'est que la machine est intelligente. Mais la vérité, c'est que, bon, certes, c'était une avancée à l'époque, ça reste toutefois un supercalculateur. En fait, c'est une machine qui, grâce à la force brute, la force de calcul brute, est capable, de, faire des millions de calculs pour évaluer toutes les possibilités, aux échecs et trouver à chaque fois le meilleur coup et c'est ça, en fait, qui a permis à Deep Blue de gagner. Donc là, on avance encore et on a un prochain événement majeur, c'est en 2016 avec, l'IA d'AlphaGo de Google DeepMind qui bat le champion du monde Lee Sedol au jeu de Go. Donc l'IA entre dans une nouvelle ère avec le machine learning. Une fois de plus, pourquoi ça, c'est un événement important? Parce qu'en fait, contrairement au jeu de Go, pardon, contrairement aux échecs, le jeu de Go, c'était considéré comme, un jeu impossible à maîtriser par une machine parce qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, déjà, dans un premier temps, l'intuition humaine lorsqu'on joue, elle a un rôle très important et de plus,
En fait, les possibilités au jeu de Go sont infinies, enfin, sont infiniment plus élevées qu'aux échecs et la force de calcul brut seule ne peut pas, permettre, du moins peut-être pas actuellement, de gagner. Donc l'IA AlphaGo, en fait, c'est une IA qui, grâce au machine learning, s'est entraînée sur des millions de parties de joueurs professionnels et s'est entraînée à jouer contre elle-même aussi, pour devenir la meilleure et elle a réussi à battre, le champion du monde, 4-1, Lee Sedol, même quelquefois en inventant des coups qui n'avaient jamais été, joués auparavant. En fait, c'est ça qui est assez incroyable avec, le machine learning et qui marque vraiment l'entrée dans l'ère moderne de l'IA, c'est que, l'IA est capable de c'est plus juste du calcul brut, c'est en fait, elle a même la capacité d'inventer des nouveaux coups et d'apprendre elle-même. Alors là, on arrive à quelques années, l'IA atteint le grand public. En 2022, OpenAI lance ChatGPT, plus particulièrement le modèle GPT, 3.5 et en fait, c'est la première fois que le grand public, c'est-à-dire, nous, qu'on a accès, à, une telle puissance, en fait, à l'IA via un simple chatbot, c'est ça et l'adoption est très rapide. On a, 1 000 000 d'utilisateurs en 5 jours, il me semble et on a, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc si on compare ça à vous voyez là sur le graphique, Instagram, Spotify et cetera, c'est incomparable l'adoption à quel point elle a été fulgurante et ChatGPT marque le début de l'IA générative. Donc la notion d'IA générative, Gaëtan va vous en reparler tout à l'heure. Et voilà, pour finir, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un petit teasing aussi pour ce qui va suivre. Depuis 2024, l'IA n'est plus seulement générative, elle sait aussi agir. Donc, bon, je vais laisser Gaëtan, vous parler un peu plus de ça. Très bien, merci Thomas. Et puis oui, justement, c'est une très bonne transition, puisque aujourd'hui, du coup, on a l'IA générative et on a aussi donc l'IA agentique, l'IA qui permet d'agir, mais je vous en dis plus tout au long de cette deuxième partie. Donc l'IA générative, sa grande force, la manière dont il faut l'apercevoir, c'est sa capacité à réfléchir, c'est donc la réflexion. C'est comment, à partir d'une requête, on va permettre à une machine de produire du contenu, que ce soit du texte, de l'image, des documents, qu'importe. Donc c'est vraiment donner à une machine la capacité de réfléchir, d'analyser. Finalement, c'est un assistant qui va nous aider à brainstormer. Comme l'a dit Thomas, c'est devenu rapidement très accessible au grand public. Ça fait partie de tout ce qui fait la révolution de l'intelligence artificielle, c'est à quel point tout le monde peut y accéder. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés sur ce domaine. Les GAFAM aux États-Unis, plusieurs d'entre elles. La Chine a également son challenger avec DeepSeek. En France, nous avons Mistral. Et voilà, un grand marché avec toujours plus de promesses, qui est de comment chacun de ces grands acteurs peut proposer un panel de différents services aux utilisateurs sur la base de l'intelligence artificielle, de l'IA générative. Donc, l'IA des machines qui réfléchissent, quel est le point d'entrée de tout ça? Eh bien, c'est le prompting. Le parallèle, c'est de dire quand on fait une recherche sur Google, on met une requête en quelques mots-clés et ça nous ressort un ensemble de sites web correspondant à notre recherche. Eh bien, toujours dans cette philosophie, l'IA générative, c'est de lui passer un prompt, c'est-à-dire quand même une requête beaucoup plus étoffée qu'une requête Google, avec donc comment dirais-je, des points importants à inclure dans son prompt si on veut challenger la qualité du résultat que l'IA va nous retourner. Ces points importants sont principalement le rôle, c'est-à-dire dans la peau de qui voulons-nous que l'IA se mette-t-elle. Est-ce qu'on veut que ce soit un data analyst? Est-ce que l'on veut que ce soit un expert d'un sujet d'actualité, d'un sport en particulier, qu'importe? Quel est l'objectif? Donc vraiment, à quel besoin doit-elle répondre? Dans quel contexte s'inscrira sa réponse? Quelles sont les contraintes, les garde-fous
que l'on impose à l'IA pour toujours mieux cadrer, mieux périmétrer la réponse qu'elle va nous fournir, et quel est le format. Est-ce que l'on veut du texte, de l'image, de la vidéo, du son, un document, des données sous forme JSON ou autre, par exemple, pour les développeurs. Voilà, tout ça, c'est l'art du prompting. Je n'en dis pas plus car c'est l'objet de notre deuxième masterclass. Donc, je me contente d'un teasing sur ce qu'est le prompting pour cette première masterclass. J'enchaîne du coup avec l'évolution de notre quotidien depuis l'IA générative, où finalement la productivité de chacun d'entre nous a augmenté, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Les développeurs peuvent coder plus vite, challenger plus rapidement leurs scripts, leurs fonctions, leurs requêtes SQL. Les marketeurs peuvent faire des campagnes de pub plus ciblées, plus personnalisées envers leurs clients. Les chercheurs peuvent bénéficier d'un assistant qui va analyser avec eux les données, qui va formuler de nouvelles hypothèses. Mais finalement, tous les métiers sont augmentés. Le banquier peut bénéficier d'un assistant pour mieux analyser le profil d'un client. Les RH peuvent utiliser l'IA pour challenger le match entre une offre et un candidat pour un poste. Tous les métiers se retrouvent augmentés grâce à l'IA, et l'objet de la troisième masterclass sera de vous présenter des outils à base d'intelligence artificielle qui permettent justement cette augmentation de la productivité. Voilà, donc ça, c'est l'IA générative. Ça reste quelque chose que l'on connaît tous parce que nombreux d'entre nous avons pris l'habitude de l'utiliser dans notre quotidien. Ce que l'on connaît moins, puisque c'est le nouvel essor, la nouvelle tendance qui est en train d'exploser, c'est l'IA agentique, c'est-à-dire donner à l'IA générative la capacité d'agir dans un environnement, que celui-ci soit purement numérique ou que ce soit notre réalité. Je donne quelques détails un peu plus loin. En fait, l'IA agentique, elle nous dit que produire une réponse, produire du contenu, c'est déjà très très bien, sinon on n'aurait pas adopté aussi vite l'IA générative. Mais elle nous dit que utiliser ces réponses pour agir, c'est encore mieux. Donc là, on a des acteurs un peu différents, donc Make.com, Zapier, N8N et OpenClaw notamment, qui en fait vont permettre de faire des processus d'automatisation, c'est-à-dire que l'on va connecter nos IA à différents services numériques, par exemple, c'est-à-dire qu'on va dire à l'IA, OK, tu as rédigé une réponse, par exemple, mais tu vas aussi pouvoir l'envoyer par message via WhatsApp, via Telegram, par exemple, ou via un mail. Voilà, c'est ce genre de choses que nous permettent ces entreprises. C'est la promesse de l'IA agentique, c'est quelles actions, je vous ai donné un exemple très très simple, mais en fait, on va voir juste après comment on peut complexifier la chose et faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées. Mais c'est ça la promesse de l'IA agentique. Et avant d'enchaîner, je fais juste un petit disclaimer. On parle d'IA agentique et on entend aussi parfois la notion d'agent IA. Alors, ce sont des notions, enfin, les définitions vont rester vraies, mais c'est un monde en constante évolution. Mais ce n'est pas la même chose. Les IA agentiques, ce sont donc les IA qui agissent. Les agents IA, ce sont des IA que l'on connecte à des bases de connaissances, donc des drives dans lesquels on a des documents Word, des Excel, des podcasts, qu'importe, et on demande à ces IA de devenir spécialistes de cette base de connaissances. Et c'est ça que l'on appelle des agents IA. J'enchaîne rapidement donc en introduisant la notion de scénario pour donner un petit peu plus d'exemples sur ce qu'est l'IA agentique. Du coup, c'est par exemple sur la base d'une information que l'on va passer aux IA dans un scénario ici dessiné sur make.com. C'est dire par exemple, bon bah voilà, il y a eu une actualité, ChatGPT s'il te plaît, peux-tu rédiger du contenu à destination des réseaux sociaux pour un public, que sais-je, des lycéens, des étudiants, des consultants en ESN au hasard. Peux-tu aussi dessiner une image qui illustre ce sujet et ensuite poster sur Instagram, sur Facebook et sur Pinterest tes différents résultats. Et en fait, voilà, sur la base d'une simple requête, on n'a pas juste produit du contenu, on est allé jusqu'à publier ce contenu sur différentes plateformes avec du coup un grand processus d'automatisation, aussi beaucoup de confiance. C'est pour ça que l'art du prompt devient très important au niveau des IA. Il existe aussi des manières de faire des processus où on inclut l'humain pour de la vérification, bien entendu. On choisit son niveau d'automatisation, mais voilà, c'est ça. Par la démonstration, c'est ça la promesse de l'IA agentique. Et on prévoit au cours de l'année de vous faire un meet-up
complètement dédié sur ce qu'est l'IA agentique dans les détails et comment en mettre soi-même en place si ça intéresse. Et juste avant d'arriver à la conclusion, l'IA agentique, bah, finalement, c'est aussi une IA qui peut interagir dans notre réalité avec du physique. Un très bon exemple, ce sont les véhicules autonomes. McKinsey nous dit que d'ici 2030, 10 à 15% du parc automobile mondial sera composé de véhicules autonomes grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'on est toujours dans cette mécanique de il faut que l'IA soit capable d'engranger beaucoup de données issues des capteurs, des autres objets intelligents qui vont constituer les infrastructures routières, traiter rapidement cette information et prendre des décisions, alors déjà les bonnes décisions pour faire la bonne action attendue, mais aussi avec beaucoup de sécurité. Donc ça, c'est un autre niveau d'IA agentique, où là, l'IA interagit donc dans notre réalité plus sur un écosystème purement digital. OK, merci Gaëtan. Ça conclut notre première masterclass. Vous voyez, c'est très rapide, c'est une première masterclass, vraiment, d'introduction. On a vu, l'histoire de l'IA, on a redéfini les termes, déjà, d'intelligence artificielle, IA agentique, IA générative. Ça continue dans 2 semaines. On va passer, sur les bases du prompting. Donc on a rendez-vous le 17 mars à la même heure, qu'aujourd'hui, donc à 13h30. Et voilà, on a hâte de vous présenter, tout ça, pour un petit teasing, on va vous parler voilà, de comment, quelle est l'importance en fait de créer un bon prompt. On va comparer, d'un côté, des résultats avec un prompt mauvais, moyen et les résultats qu'on peut obtenir en bien structurant son prompt, et ensuite on vous donnera, vraiment la marche à suivre, comme un blueprint pour, à chaque fois, essayer de se créer des bons prompts en fonction des différents cas d'usage qu'on peut avoir. Voilà, ouais, je pense que ça conclut notre réunion aujourd'hui. Merci, à tous pour votre attention.